Notre troisième témoin d'amitié fait partie de ceux et celles qui ont souffert et gardé le cap de la droiture institutionnelle avec Laurent Gbagbo durant la période d'assaut militaire répété sur Abidjan en janvier, février et mars 2011. Historienne de formation, cette femme de caractère qui ne cesse de s'imposer des devoirs de mémoire fut ministre des Affaires sociales de la Solidarité nationale dans le dernier gouvernement du président Gbagbo. Son amitié, empreinte de déférence envers ce dernier, est un apostolat auquel elle ne dérogera jamais. Et c'est entre autres pour cela que nous avons à son égard beaucoup de considération. Je donne la parole à Madame la ministre Clotilde Ououchi. Merci à tous d'être là. On m'a demandé, disons, les initiateurs de cette rencontre m'ont demandé de parler de Laurent Gbagbo en tant que président de la République. Mais je trouve que c'est une entreprise très lourde, parce que parler de Laurent Gbagbo, c'est pas facile. Tant l'homme est immense, tant l'homme est, comment on va dire, prêtez-moi l'expression parce que je suis un peu émue d'être devant vous cet après-midi. Tant l'homme est complet. Et moi, je prendrai quelques aspects de la gouvernance de Laurent Gbagbo. Je ne parlerai pas de toute la gouvernance. Je ne vais pas faire le bilan de la gouvernance de Laurent Gbagbo, mais je parlerai de quelques aspects de sa gouvernance. Alors, lorsque le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, il constitue autour de lui une équipe gouvernementale exclusivement, on va le dire comme ça, composée d'enseignants. Ce qui a fait rire ses adversaires politiques, ils nous ont traités de gouvernement des enseignants, de gouvernement des professeurs. Ça rigolait, on dit ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce ne sont tous que des enseignants. Et en plus de cela, on était aussi des personnes, on va dire entre guillemets, neuves, parce que l'ancienne équipe gouvernementale issue du PDCI et de la transition était passée, et c'était des personnes neuves qui étaient là et qui conduisaient les destinées de la Côte d'Ivoire. Pour parler de moi-même, je pourrais dire que moi, je ne m'attendais même pas à être nommée ministre dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo. J'étais tranquille dans mon salon en train de regarder une émission. Lorsque le téléphone a sonné, je prends le téléphone et j'entends la voix grave du président Laurent Gbagbo au bout du fil. « Bonjour, Oweshi, tu es où ?»« Mais monsieur le président, je suis chez moi. » « Ben, je t'ai nommé ministre, tu viens au palais. » Je vous assure que je tombais des nues parce que je n'étais pas la plus intelligente, je n'étais pas la plus brave de tous les militants du FPI. Et être nommée comme ça, de cette façon, j'avais de la joie, mais cette joie était mêlée de crainte, d'appréhension, parce que comment est-ce que je vais aborder cette mission? C'est vrai qu'on était préparé dans le gouvernement. On a travaillé sur le programme de gouvernement. Moi, je me suis occupée des questions de la famille, de la femme avec Nekalo et autres. Nous avons travaillé, c'est vrai. Mais diriger la Côte d'Ivoire, c'était autre chose. Donc, j'avais des appréhensions. Et il m'a dit, tu viens au palais, c'est à 16h. On était autour de 15h. Je n'ai pas de voiture. Je dis, ben, je n'ai pas de voiture, mais débrouille-toi. J'appelle Maître Boga, paix à son âme. Je dis, Émile, mais le président vient de me dire qu'il m'a nommé ministre. Il dit, ah, toi aussi, mais moi aussi. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on fait? Moi, je n'ai pas de voiture. Il dit, bon, tu prends un woro-woro, tu arrives chez le président à sa résidence et moi, je te récupère avec ma voiture. Mais quand il me dit, je te récupère avec ma voiture, la voiture, c'était vraiment aussi un woro-woro. Et donc, je vais avec mon woro-woro, effectivement, à la résidence du président. Je trouve Maître Émile Boga là-bas, il me prend dans sa voiture et c'est comme ça qu'ensemble, on arrive au palais et qu'on fait notre premier conseil des ministres. Donc Laurent Gbagbo s'est entouré des personnes neuves, mais on était très engagés dans le travail. Et ce qui a fait que les gens qui rigolaient dans notre dos à un moment donné ont été obligés de nous respecter parce que le gouvernement de Laurent Gbagbo s'était mis au travail, on s'était mis à la tâche. On travaillait sans relâche. Il arrivait des fois où on travaillait le dimanche à la résidence du président parce qu'il y avait des dossiers urgents. Vous savez qu'on sortait de la période de la transition
il y a eu beaucoup de difficultés et la Côte d'Ivoire n'avait pas renoué avec la communauté financière internationale qui nous avait mis au banc des accusés pratiquement à partir du scandale des 18 milliards de l'Union européenne. On se rappelle très bien qu'en 1997, l'Union européenne avait donné 18 milliards pour booster le secteur de la santé et que cette somme colossale, cette manne providentielle avait fini dans les poches des proches du pouvoir de M. Henri Konan Bédié. Alors, suite à ce scandale, la communauté financière internationale a décidé de ne plus donner du crédit, voilà, de ne plus soutenir la Côte d'Ivoire dans ses différents programmes de gouvernement. Et donc, quand nous sommes arrivés, on était face à cette situation. Et sous la houlette du président Laurent Gbagbo, le ministre paix à son âme, Boun Bouabré, qui était d'abord c'était Mamadou Koulibaly, ensuite le ministre Boun Bouabré, ont mis en place un budget qu'on a appelé le budget de sauvetage. D'abord, dans un premier temps, c'était le budget de sauvetage qui a permis de consolider les fondamentaux de l'économie de la Côte d'Ivoire. Et après ce budget de sauvetage, on a mis en place maintenant le budget sécurisé. Et ce budget sécurisé s'est appuyé sur les ressources internes, les ressources propres à la Côte d'Ivoire, sans aucun appui budgétaire extérieur. La Côte d'Ivoire a vécu comme ça de 2000 jusqu'en 2011 pratiquement, parce que rien n'a été fait. Alors, c'est le président Gbagbo, donc, avec son gouvernement, a commencé à dérouler son programme de gouvernement, le programme sur lequel il avait été élu par les Ivoiriens, à savoir la décentralisation, l'assurance maladie universelle. C'est à moi que l'honneur a été donné de conduire cet important dossier. L'assurance maladie universelle, l'école gratuite, la libéralisation de la filière café-cacao. Il y avait aussi le programme d'électrification des zones rurales. Et donc, le président déroulait son programme et c'est au moment où l'embellie économique était annoncée, au moment où les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds internationaux, voyant que ce gouvernement dit d'enseignants commençait à faire des prouesses, au moment où cette communauté financière internationale était prête à renouer ses relations avec la Côte d'Ivoire, qu'une rébellion surgit un matin, elle vient du Septentrion. Et le président Gbagbo a bien vu qu'au-dessus de cette rébellion-là planait, on va dire, la protection de la France. Et ça, on le sait maintenant tous aujourd'hui, que cette rébellion était adoubée par la France. Alors, nous, on a expliqué que cette rébellion, c'est vrai, elle a été conduite par des Ivoiriens, mais la France était derrière. Pourquoi? Guy Laberty l'a dit tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo, dans son programme de gouvernement, avait opté pour la diversification des partenariats commerciaux avec les autres pays du monde. Il n'avait pas coupé ses relations avec la France, mais il estimait que la Côte d'Ivoire pouvait diversifier ses relations commerciales avec d'autres pays. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, toutes ces réformes qui ont été faites, réformes institutionnelles, on va dire, ne plaisaient pas trop à la France. Ça ne plaisait pas non plus aux tenants de la France-Afrique, parce que la France-Afrique, c'est bien sûr la France, mais c'est aussi les pays africains qui sont dans le giron de la France et qui conduisent cette nébuleuse qu'on appelle la France-Afrique. Tout cela n'était pas content de ce que Laurent Gbagbo faisait. Guy l'a dit tout à l'heure, au temps du président Houphouët-Boigny et même au temps du président Henri Konan Bédié, pour faire un conseil des ministres, il fallait que l'ordre du jour du conseil des ministres soit amené à Paris. Paris regarde, point 1, point 2, point 3, oui. OK, on est d'accord, vous pouvez faire donc le conseil des ministres. Pour faire la nomination des cadres de Côte d'Ivoire à la tête des institutions, à la tête de l'administration générale, il fallait aussi envoyer les décisions au niveau de Paris. Il fallait que Paris soit d'accord pour que ces décisions puissent être prises. Et le président Gbagbo, quand il est arrivé, il a dit non, ce n'est pas possible. Ou bien la Côte d'Ivoire est indépendante ou elle n'est pas. Si la Côte d'Ivoire est indépendante, qu'elle est souveraine, alors qu'on nous laisse la latitude de diriger le pays comme on veut. On veut des partenariats, mais on ne veut pas être dans une situation de domination. Parce que la colonisation, on pense bien qu'elle est terminée. Et je me rappelle très bien que le président Gbagbo nous a raconté que, je crois que c'était le président Chirac qui a mandaté en quelque sorte le président Abdoulaye Wade
pour dire à Laurent Gbagbo de faire attention. Et le président Wade appelait régulièrement le président Gbagbo pour lui dire « Fais attention, tu sais, le matin, quand tu te réveilles, il faut appeler le président Chirac pour lui demander s'il a bien dormi. » Mais ça a l'air d'une anecdote, mais c'est la réalité des États africains, c'est ça que nous vivons. Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce que tout va bien? Et quand tu veux faire tes conseils des ministres, fais attention, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas avoir des problèmes. Et le président Gbagbo qui disait « La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. » Et c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le président de la République. Et le Sénégal, c'est le Sénégal. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui êtes le président du Sénégal. Vous faites ce qui est bien pour les Sénégalais. Moi, je fais ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Alors donc, on a dit que Laurent Gbagbo était un nationaliste. Oui, c'est un nationaliste, mais dans le sens noble du terme, comme l'a dit celui qui m'a précédé tout à l'heure. C'est vrai. Et le président Laurent Gbagbo est contre toute forme de domination et il voulait conduire son pays comme il le pense, comme il en a l'inspiration, et il ne voulait pas que ses décisions lui soient dictées de l'extérieur. Donc, si on regarde bien dans le système de la France-Afrique, Laurent Gbagbo se présente un peu comme le vilain petit canard, hein, dont la présence incongrue dans le système fait grincer des dents à tous les tenants du système. Mais il ne faut pas oublier que dans ce conte-là du vilain petit canard, ce vilain petit canard, à la fin, c'était un signe, hein, c'était un grand oiseau, un bel oiseau. Et c'est ce qu'il est, Laurent Gbagbo, un bel oiseau. Un signe. La légende continue. Alors, Laurent Gbagbo était président de la République. Il n'était ni adepte d'une politique dogmatique, je l'ai dit tout à l'heure, et autarcique. Il n'était ni partisan d'un sectarisme obtus et anti-blanc, parce qu'on disait, oui, il est contre les Français, etc. Non, il n'était pas du tout anti-français. Au contraire, le président Laurent Gbagbo est un francophile dans l'âme. Guy l'a dit tout à l'heure. Et souvent, il y avait certains de ses collaborateurs qui lui disaient, au plus fort de la crise, mais Président, pourquoi est-ce qu'on ne rompt pas les relations diplomatiques avec la France? Et lui, il répondait que non, ce n'était pas son intention. Il veut qu'on le respecte, mais ce n'est pas son intention de rompre les relations avec la France. Le président Laurent Gbagbo ne voulait pas d'une rupture avec la France, parce qu'avec la France, il a des liens affectifs, et ce n'est pas Jacqueline ou Guy Laberty ou encore Bourgi qui me diront le contraire. Il a des relations idéologiques, il a aussi des relations intellectuelles. Et on se rappelle tous que son père, Koudou Paul, a combattu ici en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a combattu pour l'ancienne métropole. Il a été blessé de guerre, prisonnier des Allemands. Il s'est évadé et au moment de la libération, quand il est retourné en Côte d'Ivoire, il a milité au sein de la section française de l'Internationale ouvrière, qui va devenir plus tard le Parti socialiste français. Donc Laurent Gbagbo a des liens très forts avec la France. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. C'est que Laurent Gbagbo est ami du château de Versailles. On n'en parle pas souvent, je crois que Guy est au courant. Il est ami du château de Versailles. Je suis venu ici avec le livre. Ce livre a été préfacé par le président Valéry Giscard d'Estaing. C'est le Grand Trianon. Et au Grand Trianon, il y a un Français d'origine ivoirienne qui a planté un arbre pour Laurent Gbagbo. Je m'arrête pour raconter un peu l'histoire de cet arbre-là très rapidement. Ce monsieur a planté ce arbre pour Laurent Gbagbo dans les années 2000, quand il y a eu une tornade qui a déraciné les arbres du château de Versailles, surtout du Grand Trianon. Et on a demandé aux Français de planter des arbres et de, je ne sais pas, en l'honneur de qui ils veulent, soit de leur famille, de leur enfant, etc. Et cet Ivoirien, ce Français d'origine ivoirienne, a planté son arbre et il l'a planté en l'honneur de Laurent Gbagbo. C'est l'arbre numéro 4069 qui se trouve au château de Versailles, au Grand Trianon. Et je ne sais pas si M. Mad Kouassi est dans la salle, celui qui a planté l'arbre, il doit être quelque part, le voici. Et donc, cet arbre donne à Laurent Gbagbo le titre de « Ami du château de Versailles ». Et c'est écrit dans ce livre que je viens de vous présenter. Alors, cet arbre-là... L'arbre, oui. Voilà. Oui, et puis après je vais continuer comme je parle. Oui, merci. Bien, et donc, quand il y avait, au plus fort de la crise, on a failli faire du fétichisme avec cet arbre, tellement on partait le visiter. Et au moment de la crise, au plus fort de la crise, quand on a été,
C'était bizarre, mais cet arbre avait des stigmates, et de ces stigmates-là coulait une sorte de sève, alors que tous les autres arbres à côté n'avaient pas ça. En plus, il poussait de façon très bizarre, parce qu'il y avait la frondaison qui était formée par le feuillage des autres arbres, mais lui sortait de cette frondaison pour pousser en dehors de l'ensemble. On dirait ça, c'est vraiment Laurent Gbagbo. Anticonformiste, il ne veut pas faire comme les autres, il ne veut pas s'aligner. Donc vous pouvez visiter cet arbre au château de Versailles, c'est le numéro 4069. Alors Laurent Gbagbo donc n'est pas anti-français, mais malgré sa politique de diversification de partenaires, il a continué de préserver, durant toute sa gouvernance, il a préservé les intérêts de Paris. On ne peut pas dire d'une telle personnalité qu'elle est animée de sentiments anti-français. Le fondement de la lutte de Laurent Gbagbo a toujours porté exclusivement sur la construction d'une Afrique libre, mais ouverte sur l'extérieur. Une Afrique respectée et considérée en tant que partenaire à part entière. Une Afrique qui sort définitivement du bourbier de la dégradation dans lequel elle est délibérément maintenue pour s'élever vers la prospérité et l'estime humaine. C'est dit par Marcus Garvey, je n'ai fait qu'emprunter l'expression de Marcus Garvey, l'un des pères du panafricanisme. Une Afrique libre, afin que les nouvelles générations, prises dans la trappe infernale de la précarité, ne soient plus condamnées à aller mourir par grappe entière sur les rivages abrupts des espoirs brisés de Lampedusa ou d'ailleurs. Une Afrique libre où les enfants ne vont pas trouver leur bonheur dans les conflits qui endeuillent le continent. Telle est la lutte de Laurent Gbagbo. Je vous remercie.